Mesdames et messieurs, je vais essayer un peu dans le même esprit et dans la continuité, même si on ne s'est pas coordonné avant cette conférence, comme mon compatriote professeur Hilali. Je vais continuer un peu dans le même esprit, puisque depuis le début de cette conférence, on s'est interrogé sur la gouvernance de s'il fallait ou pas une gouvernance du cyberspace, et si à plusieurs reprises, on s'est interrogé sur comment éviter que cet espace qui est maintenant incontournable ne soit pas l'espace de diffusion des discours de la haine, des discours extrémistes, des discours à caractère terroriste. Je n'ai pas personnellement, comme militant des droits de l'homme, je n'ai pas de réponse globale à cette question, mais qui est importante et essentielle. Mais je vais essayer d'une part de traiter cette question du point de vue des droits de l'homme tels qu'ils sont stipulés dans le droit international des droits de l'homme. Et deuxièmement, citer quelques pratiques, bonnes pratiques qui me semblent au niveau du Maroc, au niveau de régional Europe et Afrique, intéressants à suivre et dont il faut, me semble-t-il, suivre le développement. Alors le premier point et la première idée que j'aimerais qu'on en garde, c'est que le droit international des droits de l'homme, dès 1948, a évoqué de manière, disons, quasiment directe la question de la protection de la vie privée, puisque l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vous rappelle qu'elle a été adoptée en 1948, l'article 12 dit, et je cite, « Nul ne sera l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Donc cet article 12 de la DUDH dit clairement qu'il faut protéger un certain nombre de droits de manière claire. De nombreux autres traités du droit international des droits de l'homme, merci. De nombreux autres traités du droit international des droits de l'homme ont rappelé, cette protection nécessaire. Et par exemple, l'article 12 que je viens de citer a été repris tel quel, pratiquement mot par mot, dans un des textes internationaux de protection des droits de l'homme, qui est le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui lui a été adopté en 1966. Je pourrais citer d'autres exemples. Donc, d'une manière, du point de vue des droits de l'homme, le numérique peut être un outil extraordinaire de protection et de développement de droits, comme la liberté d'expression ou la mobilisation collective pour protester, pour s'exprimer. Donc c'est un outil extraordinaire et il le montre tous les jours. Mais en même temps, on le sait, et vous l'avez illustré depuis le début de cette conférence, il peut être aussi un espace d'atteinte à des droits fondamentaux. Et on sait que du point de vue des défenseurs des droits de l'homme, Internet aujourd'hui est un outil utilisé par des gouvernements autoritaires et non démocratiques. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de réponse sur la question de la gouvernance globale, mais je pense qu'il y a un certain nombre de pratiques, comme je vous l'ai dit, qu'il faut suivre. Je citerai d'abord au niveau national marocain, nous avons depuis 2009 une commission nationale de protection des données personnelles, et je crois que là, il y a une piste intéressante, et qui a pris 3 initiatives récentes et qui me semblent intéressantes. Alors, première initiative au début de cette année, et encore la semaine dernière, c'est des rencontres avec Facebook. Avec Facebook et donc Instagram et WhatsApp, puisque c'est le même propriétaire d'une certaine manière. Et alors, pourquoi cette rencontre avec Facebook? Je cite le communiqué de la Commission nationale de protection des données personnelles, pour s'assurer que les data centers hébergeant les données à caractère personnel des citoyens et des résidents au Maroc, même les étrangers résidant au Maroc, soient localisés dans des pays considérés par la CNDP comme adéquats en termes de protection des données à caractère personnel. Donc là, il y a ces discussions sont continues avec Facebook pour voir comment, disons, protéger ces données ou comment ces données personnelles collectées ici au Maroc soient basées dans des pays considérés par la CNDP, par la Commission marocaine, comme sûrs. Deuxième initiative, ça a été une initiative avec
l'Agence nationale de régulation des télécommunications au Maroc, la NRT, et les 3 fournisseurs d'accès au Maroc pour essayer de réguler là aussi la publicité commerciale par SMS. Nous recevons ici dans ce pays comme dans d'autres pays des messages publicitaires par SMS sur nos téléphones mobiles. Et donc là aussi, il faut qu'il y ait une régulation. Je ne rentre pas dans les détails, mais là aussi, c'est des discussions en cours. Et troisième exemple qui me semble intéressant, c'est celui qui a été fait qui est entamé avec le ministère de l'Éducation nationale pour délivrer aux enfants des livrets numériques, des sortes de passeports numériques après, disons, des cours de sensibilisation qui vont commencer. Alors là, nous voyons qu'il y a une commission nationale créée par la loi depuis 2009 qui essaie de protéger un certain nombre de droits et d'anticiper aussi, parce que je crois que ce qui est entamé avec les élèves des écoles est intéressant. Alors au niveau régional, je prendrai deux exemples qui sont un peu contrastés. D'une part, l'Afrique, puisque nous sommes sur ce continent et que c'est là aussi une préoccupation qui s'est exprimée à plusieurs reprises. Nous avons sur 54 États de l'Union africaine, 54 pays, 10 ont une loi et une institution qui protègent les données personnelles. 10 sur 54. Et donc, alors que, vous le savez, c'est le continent qui connaît la croissance même s'il y a encore une partie de la population qui n'est pas connectée, c'est le continent qui connaît la croissance la plus importante en termes de connexion au mobile. Sur 1,2 milliard d'habitants en Afrique, nous avons eu, et je cite un ouvrage récent qui vient de paraître, nous avons eu, et malgré l'analphabétisme, etc., nous avons eu depuis une percée fulgurante de la connexion. Le taux de pénétration aujourd'hui du mobile est passé de 2% en 2000, au début du siècle, à 85% en 2015. C'est une croissance absolument extraordinaire. Il y a 930 millions de personnes, un peu plus, qui sont aujourd'hui souscripteurs de mobiles sur le continent africain. Et donc là, il y a une véritable progression, mais en même temps, la régulation, la protection des données des consommateurs africains est faible. 10 commissions, 10 institutions sur tout le continent. Alors, si on compare avec l'Europe, ce sera un peu la deuxième partie de cette intervention, au niveau de l'Europe, et je crois que au niveau mondial, c'est le continent le plus protégé, où les citoyens sont les plus protégés. Nous avons plusieurs institutions et lois qui protègent les droits et les données personnelles des citoyens avec des moyens de recours chaque fois. Nous avons d'une part, et c'est un outil récent, c'est le règlement général européen sur la protection des données, qui est entré en vigueur en mai 2016 et qui aujourd'hui non seulement protège les données personnelles des personnes physiques et morales sur le continent, mais aussi en dehors du continent s'il y a un lien commercial avec l'Union européenne. Ce qui veut dire que pratiquement des pays comme le Maroc sont amenés, enfin sont de fait contraints à adopter le règlement général européen sur la protection des données, à le faire entrer progressivement en vigueur dans leur réglementation interne. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce règlement général européen sur la protection des données édicte un certain nombre de critères, dont notamment et ces critères s'appliquent et vont s'appliquer progressivement aux pays non membres de l'Union européenne lorsqu'il y a un lien économique ou commercial avec l'Union européenne. Un des critères, par exemple, c'est le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aussi l'existence de lois sur la protection des données personnelles dans ces pays. Deuxième institution européenne qui est intéressante, qui semble aussi pouvoir peut-être nous inspirer au niveau du continent, c'est un contrôleur européen de la protection des données qui est chargé de protéger les données au niveau des institutions de l'Union européenne, de toutes les institutions de l'Union européenne, et qui peut être aussi un moyen de recours pour les citoyens européens s'ils estiment que les données personnelles collectées par une des institutions de l'Union européenne portent atteinte à un des droits fondamentaux. Et il est chargé notamment, par exemple, de contrôler ce contrôleur européen,
notamment chargé de voir si les données rassemblées par les institutions de l'Union européenne ne mentionnent pas l'origine raciale ou ethnique, n'évoquent pas les opinions politiques des citoyens, les convictions religieuses ou philosophiques. Le troisième niveau aussi institutionnel européen qui semble là aussi intéressant, c'est la Convention 108+, qui vient de plus, puisque en fait elle existe depuis plus d'une dizaine d'années, mais elle vient d'être récemment, fin 2018, revue et développée. Elle a été adoptée en fait le 18 mai 2018. Alors cette convention, elle demeure encore à ce jour l'instrument régional le plus contraignant et le plus protecteur des droits et des données et des droits des citoyens, notamment en matière de données personnelles, de protection de la vie privée. Alors, ce qui est là aussi intéressant pour cette convention, c'est que des pays non membres du Conseil de l'Europe peuvent adhérer, ce qui est le cas par exemple du Sénégal, de la Tunisie, ou récemment, il y a moins d'un mois, du Maroc qui vient de déposer les instruments de ratification. Alors nous voyons bien là que sur deux continents, bien évidemment de niveau de développement inégal, d'un côté toute une série d'institutions et de lois pour protéger les droits fondamentaux des citoyens en matière de données personnelles, et un continent qui est en progression en termes de connexion, mais qui est sous-équipé en termes d'institutions et de lois de protection. Qu'est-ce qu'on peut en conclure, et ce sera un peu mon mot de conclusion. Il est évident qu'il faut développer aujourd'hui au niveau du continent africain les lois et les institutions de protection des données personnelles et de recours. Deuxièmement, il est clair aussi, me semble-t-il, qu'au niveau du continent, et peut-être au-delà du continent africain, notre continent a intérêt à développer une sorte de partenariat stratégique avec l'Europe. Mais face aux grands ensembles géostratégiques qui existent, il me semble que tout le continent a intérêt, et que l'Union africaine a intérêt à développer avec l'Union européenne un certain nombre de réflexions et un partenariat qui permette stratégiquement de protéger les citoyens de notre continent. On peut aussi rêver un peu plus. On a parlé de plusieurs plateformes, soit d'ONG, soit institutionnelles comme l'ICANN, mais à mon avis, la question qu'il faut se poser, et c'est la question que je proposerai à votre réflexion pour d'autres discussions plus tard, c'est quel est le rôle des Nations Unies? Jusqu'ici, aujourd'hui, au niveau, malgré aujourd'hui la politique états-unienne, des États-Unis, d'abandon de cette enceinte multilatérale que sont les Nations Unies, il faut que le seul espace aujourd'hui protecteur des droits de l'homme tels qu'ils sont universellement définis reste les Nations Unies. Reste les Nations Unies parce que c'est là où il y a l'élaboration des principaux instruments de protection des droits de l'homme, et c'est là où il y a les instances de monitoring du respect des droits de l'homme. Cela ne veut pas dire que les autres espaces qu'on a évoqués ou les autres initiatives, notamment des ONG ou d'un certain nombre d'acteurs de l'économie du net, sont négligeables, mais le lieu d'élaboration du droit international reste à ce jour, malgré toutes ces imperfections, le système des Nations Unies. C'est pour ça que je crois qu'une des questions absentes, un peu une des problématiques absentes dans la discussion, c'est ce rôle des Nations Unies d'une part, et d'autre part les partenariats entre continents d'autre part. Je vous remercie. We now have a bit of questions. Okay. Oui, professeur Yazami, juste une question. Vous avez cité les Nations Unies. Effectivement, c'est une discussion au niveau international sur cette réglementation. Il se trouve que les deux pays qui ont le plus de data centers et les plus puissants sont les cités, c'est les pays où il n'y a pas de loi sur la protection des données personnelles. C'est les États-Unis et la Chine. Deuxième question,
Vous avez parlé de la protection des données à caractère personnel, mais aussi la vie privée. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait sur Internet, il est tracé quelque part. Il est tracé chez les monstres de l'Internet, le GAFA, comme dit les GAFA. À tel point qu'on sait, chaque individu sur cette planète, on arrive à le profiler grâce à cette navigation. Et là c'est très difficile, encore une fois, de vérifier ça, parce que ça aussi, c'est de la vie privée. Je n'ai pas envie que des institutions sachent ce que je fais sur Internet, où je vais, etc. Et ça, c'est une question qui aura beaucoup d'impact dans l'avenir, dans mes idées politiques, dans mon intention de vote. Aux États-Unis, il y a une partie de la population américaine qu'on a classée quelque part pour les influencer à changer leur intention de vote, sans citer pour qui. Écoutez, sur le fait que la Chine et les États-Unis qui abritent, disons, la majorité de ces data centers, et jouent un rôle essentiel et vont le jouer d'évidence. D'où, à mon avis, mon insistance sur le fait qu'il faut une sorte d'agir, malgré les difficultés, pour une réhabilitation du rôle des Nations Unies. Si vous voulez, on parle beaucoup des droits de l'homme, des voix émergentes, on a parlé beaucoup des voix émergentes, des nouveaux mouvements qu'il y a sur le net, qu'il faut bien évidemment encourager, mais fondamentalement, au niveau international, le lieu, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le lieu d'élaboration du droit international des droits de l'homme, c'est le Conseil des droits de l'homme et l'Assemblée générale des Nations unies, et les instruments de protection de ces droits qui sont très nombreux aujourd'hui au niveau des Nations unies. Alors, aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple très concret, aujourd'hui, on est en train de négocier au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève l'élaboration d'un accord international, d'un nouvel instrument international des droits de l'homme de protection entreprises et droits de l'homme. Jusqu'ici, au niveau de l'action des entreprises multinationales, il n'y a pas d'instrument des droits de l'homme au niveau international. Donc on est en train il n'y a que de la soft law, des principes directeurs de l'OCDE ou des Nations Unies qui sont très récents, puisqu'ils datent de 2011-2012. Donc nous avons de la soft law sur les entreprises et les droits de l'homme, mais nous n'avons pas un accord international contraignant. Les discussions ont commencé il y a 3 ans, elles sont très difficiles au niveau du Conseil des droits de l'homme. Il y a des alliances continentales, il y a toute une série le Conseil national des droits de l'homme, par exemple, du Maroc, a participé, au nom de toutes les institutions nationales des droits de l'homme africaines, à cette discussion. Elle est encore très longue. Ça va prendre peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans. Mais en tout cas, on a entamé le chemin. Donc, je crois qu'il faut réhabiliter, comme je dis, les Nations unies. C'est-à-dire qu'il faut des coalitions d'États au niveau des Nations unies pour agir sur ces questions et soulever cette question. Avec l'appui, si vous voulez, lorsqu'on réfléchit sur le droit international des droits de l'homme depuis 1948, on avance lorsqu'il y a l'alliance de 3 acteurs. Les États, puisqu'il faut que la société civile internationale et les experts. Lorsqu'ils arrivent à faire une alliance, on avance. Et donc, à mon avis, dans le monde du digital, il faut qu'on arrive à une alliance de ce genre. Merci.